Elle dormait par terre pendant 15 ans, résistant à toute aide, liée à une promesse faite dans le désespoir. Lorsqu'une infirmière à la beauté angélique est apparue dans son humble mur en pisé, de vieux secrets ont refait surface, transformant leur vie à jamais. Une histoire sur la foi, la méfiance et le pouvoir du lien humain qui touchera votre cœur. Abonnez-vous, aimez et commentez d'où vous regardez ce voyage de dépassement que personne n'aurait pu prévoir. La pluie battait le toit de chaume, avec une fureur implacable, tandis que des éclairs zébraient le ciel en fente lumineuse, qui révélaient, par instants fugitifs, le visage marqué par l'angoisse de cette femme, agenouillée au centre de la petite pièce. C'était une nuit qui semblait interminable, où le ciel et la terre menaient une bataille ancestrale. Et Marie Dubois, avec ses 27 ans alors, tremblait non seulement du froid qui pénétrait par les fissures du mur en pisé, mais aussi de la peur qui lui consumait l'âme. Sainte Barbe, protectrice contre les tempêtes, je vous promets de vivre dans la plus absolue simplicité, de dormir sur le sol battu de cette maison, si le Seigneur épargne ma vie et ce lieu qui m'abrite, murmura-t-elle, les mains calleuses serrant fortement un petit médaillon de bronze. Le vent hurlait comme un animal blessé, arrachant des tuiles et brisant des rêves. Dans la petite ville d'eau claire, nichée entre les montagnes anciennes du Massif central, la tempête de cette nuit de mars 2008 resterait gravée dans les mémoires des générations. Elle emporta 5 vies, des dizaines de maisons et une part considérable de l'espoir local. Mais, comme par miracle, l'humble demeure de Marie Dubois resta intacte, un petit îlot de terre et de bois au milieu d'une mer de destruction. Lorsque le premier rayon de soleil perça le rideau de nuages à l'horizon, révélant le paysage désolé qui était autrefois une communauté vibrante, Marie se releva du sol humide où elle avait passé la nuit en prière. Son corps était douloureux, mais sa détermination était scellée comme la terre qui durcissait sous ses pieds nus. Une promesse avait été faite, un pacte sacré qui façonnerait les 15 prochaines années de son existence. Ce matin-là, elle retira le matelas usé de son vieux lit en bois et l'étendit directement sur le sol, en terre battue. Petit à petit, elle distribua aux voisins les moins fortunés les quelques meubles qu'elle possédait, ne gardant que le strict nécessaire. Un coffre ancien en bois pour ses vêtements, une petite table avec un tabouret où elle travaillait, ses broderies et une vieille radio, cadeau de son défunt père qui deviendrait sa fenêtre sur le monde extérieur. Et ainsi commença la routine qui se répéterait, immuable comme les saisons, pendant les 15 années suivantes. Elle se levait avant le premier chant du coq, lorsque les étoiles parsemaient encore le ciel et que la lune pâle se retirait à l'horizon. Elle allumait le petit poêle à bois, préparait un café fort et amer, sans sucre, encore une petite pénitence auto-imposée, et s'asseyait sur le seuil de la porte pour voir le jour se lever, tandis que ses mains cherchaient déjà instinctivement les fils colorés et le tambour à broder. « Bonjour, Madame Dubois. Vous ne voulez pas un lit qui reste chez nous? Il est comme neuf !» criait occasionnellement Monsieur Martin, le voisin du terrain adjacent, en passant en direction de la ferme. « Merci beaucoup, mais je n'en ai pas besoin, non. Je suis bien comme ça. » répondait-elle avec un sourire contenu qui n'atteignait pas ses yeux marrons. Le temps passa et les tentatives d'aide se firent de plus en plus rares, remplacées par des regards de côté et des histoires chuchotées dans les épiceries et sur la place de l'église. « Elle a été bouleversée après la tempête ?» disaient certains. « Elle a fait une promesse bien lourde », commentaient d'autres. « C'est trop d'orgueil, ça oui », jugeaient les plus critiques. Mais tous, sans exception, admiraient secrètement la qualité extraordinaire de ses broderies, qui racontaient des histoires du folklore local avec une précision et une beauté qui semblaient impossibles pour des mains aussi marquées par le travail. Il y avait quelque chose de presque mystique dans la façon dont elle capturait avec ses fils colorés les légendes du Saci Pereré, expliquées, de la mule sans tête, expliquée, du Curupira, expliquée, et de tant d'autres figures qui peuplaient l'imaginaire du Massif central. Chaque pièce était comme une petite fenêtre sur un monde où l'extraordinaire se révélait possible, où le magique et le quotidien s'entremêlaient comme les fils mêmes de ses créations. Le samedi, elle portait ses œuvres dans un panier, en osier, et marchait 3 kilomètres jusqu'à la foire de la ville, où elle montait un petit étal improvisé. Elle vendait ses pièces à des prix dérisoires, juste assez pour acheter plus de fils.
d'aiguilles et le strict nécessaire pour ça. Subsistance austère. Elle était connue de tous, mais intime avec personne. Elle échangeait peu de mots, des sourires encore moins, et retournait à la tombée du jour à sa solitude volontaire, comme une tortue se réfugiant dans sa carapace, protectrice. Le terrain où elle vivait était sa seule richesse matérielle, héritage de générations passées qui remontaient aux premiers colons de la région. Il s'agissait de 5 hectares de terre fertile, avec une source d'eau cristalline qui ne s'asséchait jamais, même pendant les sécheresses les plus sévères. Un trésor de plus en plus précieux en ces temps de changement climatique et de pénurie d'eau, convoité par des entrepreneurs qui voyaient au-delà du présent immédiat. Madame Dubois, j'ai une proposition qui va changer votre vie. Nous dit un jour un homme en costume et chaussures brillantes, apparaissant à sa porte sans invitation. Je représente un groupe d'investisseurs intéressés par votre propriété. Nous sommes disposés à payer une somme que vous n'imaginez même pas. Ce n'est pas à vendre, répondit-elle sèchement, sans même lever les yeux du tambour à broder où elle travaillait, les doigts se mouvant avec la précision d'une horlogerie suisse. Mais vous n'avez même pas écouté l'offre. Pensez à ce que vous pourriez faire avec autant d'argent. Une maison neuve, du confort. Veuillez m'excuser, mais j'ai déjà dit que ce n'était pas à vendre. Et maintenant, si cela ne vous dérange pas, j'ai du travail, coupa-t-elle, finissant par regarder l'homme avec des yeux qui n'admettaient aucune contestation. Il ne fut ni le premier, ni le dernier. Il venait de temps en temps, avec de larges sourires et des promesses encore plus grandes. Certains essayaient de l'intimider avec des jargons juridiques et des menaces voilées de « expropriation pour cause d'utilité publique ». D'autres faisaient appel à l'émotion, parlant de progrès et de développement pour la communauté. Tous repartirent de la même manière, la mine basse et les mains vides, vaincus par l'obstination inébranlable de cette femme apparemment fragile. Les années passèrent, laissant des marques sur son corps, mais pas sur sa routine. Ses cheveux, autrefois d'un brun profond, arboraient désormais des mèches argentées qui brillaient au soleil. Ses mains, toujours agiles, commencèrent à présenter les premiers signes d'arthrite, une douleur silencieuse qu'elle supportait sans se plaindre, comme une partie de plus de sa pénitence particulière. Sa démarche, autrefois ferme et décidée, devenait graduellement plus prudente, surtout les matins froids où ses genoux semblaient refuser de coopérer. Pourtant, Marie Dubois restait fidèle à sa promesse. Pendant 15 hivers et 15 étés, son corps se reposa sur le même matelas étendu sur le sol en terre battue. 15 cycles de pleine lune la trouvèrent brodant à la lumière des bougies, lorsque l'électricité, luxe récent dans sa maison, tombait en panne, pendant les tempêtes. 15 ans d'une existence presque monastique, où le seul compagnon constant était la vieille radio, qui diffusait des chansons régionales et des neuvaines catholiques, la reliant à une foi qui était, simultanément, sa prison et sa forteresse. C'est, par un matin ensoleillé d'avril 2023, alors que les jabotis-cabotiers du jardin étaient chargés de fruits noirs et brillants, que sa vie solitaire fut interrompue par de doux coups à la porte. Elle n'attendait pas de visite, n'en attendait jamais, et s'approcha avec la méfiance qui était devenue sa seconde peau. « Qui est-ce » demanda-t-elle, maintenant fermement la porte fermée. « Bonjour, je m'appelle Claire Martin. Je suis infirmière du programme de santé communautaire. Nous visitons les habitants les plus isolés pour vérifier leurs conditions de santé et offrir une assistance de base. » Marie entr'ouvrit la porte, juste assez pour apercevoir la jeune femme qui souriait de l'autre côté. C'était une jeune femme d'une trentaine d'années, avec des yeux d'un vert translucide qui contrastaient avec sa peau mate. Il y avait quelque chose dans son visage qui transmettait une sérénité presque palpable, une lumière propre qui semblait illuminer les environs. « Je n'ai besoin ni de médecin ni d'infirmière. Je vais parfaitement bien, merci », répondit Marie, refermant la porte sans hésitation. Mais Claire Martin n'était pas du genre à abandonner facilement. Le lendemain, elle était de nouveau à la porte, cette fois avec un petit flacon à la main. « Je vous ai apporté un remède maison contre l'arthrite », annonça-t-elle, lorsque Marie entr'ouvrit la porte avec une irritation évidente. « J'ai remarqué hier comment vous bougiez les mains. Ma grand-mère avait le même problème, et cette préparation à base de plantes la soulageait toujours. » Marie observa le flacon avec méfiance,
Mais la douleur qu'elle ressentait ce matin particulièrement froid la fit hésiter. Comment cette étrangère avait-elle remarqué quelque chose qu'elle s'efforçait tant de cacher? C'est juste une infusion de plantes, ça ne coûte rien d'essayer, insista Claire Martin, avec un sourire qui semblait capable de faire fondre même la plus résistante des armures. Vous pouvez laisser ça sur le pas de la porte. Je verrai après, concéda finalement Marie, s'éloignant de la porte sans inviter la visiteuse à entrer. La préparation resta intacte pendant 2 jours. Le 3e jour, lorsque la douleur dans ses articulations devint presque insupportable, après une nuit particulièrement humide, Marie céda à la tentation. Elle appliqua une petite quantité de longan et, à sa grande surprise, ressentit un soulagement presque immédiat. C'était une sensation de chaleur agréable qui se répandait graduellement, dénouant des nœuds de tension qu'elle ne savait même pas exister. Lors de la 4e visite consécutive de Claire Martin, Marie finit par la laisser entrer. La jeune infirmière observa avec des yeux attentifs l'intérieur austère de la maison. Le matelas par terre, l'absence presque totale de meubles, les murs nus à l'exception d'un crucifix en bois et d'une petite image de Sainte Barbe. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce furent les tambours à broder et les broderies méticuleusement rangées sur la petite table de travail. « Quel travail extraordinaire !» s'exclama-t-elle, s'approchant pour examiner une broderie qui représentait la légende de Liara. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Vous réussissez à donner vie aux histoires avec ses fils. » Une étincelle de fierté illumina momentanément les yeux de Marie. Il était rare de recevoir un compliment aussi sincère, surtout de quelqu'un qui semblait comprendre la valeur de son travail au-delà de l'aspect purement décoratif. « J'ai appris avec ma mère qui a appris avec sa mère », répondit-elle simplement. « Ce sont des histoires qu'il ne faut pas laisser mourir. »« Combien demandez-vous pour des pièces comme celle-ci » demanda Claire Martin. « Toujours pas. » Émerveillée par les détails minutieux d'une broderie qui montrait le Curupira, expliqué, protégeant la forêt. Marie mentionna des prix qui faisaient que ses créations valaient à peine plus que le coût du matériel utilisé. Claire Martin ne parvint pas à dissimuler sa stupeur. Mais c'est absurde. Ce sont de véritables œuvres d'art. Elles devraient valoir 10, 20 fois plus. La conversation de ce jour-là marqua le début d'un changement lent mais significatif. Claire Martin se mit à lui rendre visite régulièrement, apportant non seulement des soins de santé, mais aussi une compagnie que Marie, sans s'en rendre compte, commençait à désirer. La jeune infirmière avait le don rare de respecter le silence sans le remplir de mots vides, d'offrir de l'aide sans blesser l'orgueil d'autrui. Peu à peu, comme une fleur qui s'épanouit à contre-cœur après un long hiver, Marie commença à s'ouvrir. Elle partagea des fragments de son histoire, de son enfance de fille de paysan, des histoires qu'elle entendait au coin du feu et qu'elle immortalisait maintenant dans ses broderies. Elle parla de la tempête dévastatrice, bien qu'elle gardât encore secret la nature exacte de sa promesse. Par un après-midi particulièrement chaud, lorsque le soleil d'été transforma la petite maison en fournaise, Claire Martin demanda, directement, « Pourquoi dormez-vous par terre, Madame Dubois ? J'ai remarqué que ce n'est pas faute de pouvoir avoir un lit. » Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Marie fixa son regard sur un point invisible, comme si elle cherchait dans l'ombre la réponse adéquate. « C'est un choix personnel, » répondit-elle finalement. « Une promesse que j'ai faite il y a longtemps. » Claire Martin n'insista pas à ce moment-là, sentant qu'il y avait des limites qui ne pouvaient pas encore être franchies. Au lieu de cela, elle changea de sujet, commentant la prochaine fête. Du Saint-Esprit, tradition centenaire qui colorait la petite ville avec ses drapeaux rouges et blancs, ses processions et festivités. « Cette année, ce sera spécial, » dit-elle avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Outre les célébrations religieuses, il y aura une exposition d'artisanat local. J'aide à l'organisation et... Elle hésita un instant, comme si elle mesurait ses prochains mots. J'aimerais beaucoup que vous y participiez. Vos broderies méritent d'être vues par plus de monde. Marie secoua la tête négativement. Je n'aime pas les foules. Je préfère vendre mes pièces à la foire, comme je l'ai toujours fait. Mais c'est justement ça le problème, s'exclama Claire Martin, avec une véhémence qui les surprit toutes les deux. Vous vendez votre travail pour des miettes, alors que vous pourriez en recevoir le juste prix.
Il y a des gens qui paieraient très cher pour de l'art comme le vôtre. La discussion s'étendit, Claire Martin présentendait. Argument de plus en plus persuasif sur la valeur culturelle et artistique des broderies, tandis que Marie s'enfermait dans sa résistance au changement. Finalement, comme une rivière qui cède à la persistance de l'eau, la brodeuse accepta, non sans réticence, que certaines de ses pièces soient incluses dans l'exposition, à la condition stricte que son nom ne soit pas divulgué. Dans les semaines qui précédèrent la fête, Claire Martin apparut presque quotidiennement, tantôt pour vérifier la tension artérielle de Marie, une partie de mon travail, se justifiait-elle, tantôt pour l'aider à sélectionner les pièces pour l'exposition. La maison, autrefois un sanctuaire de silence, était désormais occasionnellement emplie de rires et de conversations. Une transformation subtile mais profonde qui ne passait pas inaperçue auprès des voisins toujours attentifs. Cette infirmière est un ange dans la vie de Madame Dubois. Commentait-il. Je n'ai jamais vu la femme parler autant depuis qu'elle est arrivée en ville. Le commentaire, bien que fait sans arrière-pensée, capturait une vérité essentielle. Claire Martin était devenue une présence lumineuse dans l'existence austère de Marie, apportant non seulement des soins physiques, mais un type de guérison plus profond et nécessaire, la reconnexion avec le monde extérieur, avec la possibilité de confiance et d'affection. La fête du Saint-Esprit arriva, colorant la ville de ses drapeaux et bannières. Le son des cloches de l'église paroissiale se mêlait aux musiques traditionnelles jouées par l'orchestre municipal, tandis que l'odeur des plats typiques, feijão tropeiro, lombo à la mineira, tutu à la portugaise, parfumait les rues, étroites pavées. Marie cependant resta chez elle, fidèle à sa routine et déterminée à ne pas participer à l'agitation festive. C'est le deuxième jour des célébrations que Claire Martin apparut, haletante et les yeux brillants d'excitation. « Madame Dubois, il faut venir avec moi maintenant. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. » « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? On dirait que tu as vu un fantôme. » Mieux que ça, une styliste célèbre de Paris a vu vos broderies à l'exposition et a été absolument enchantée. Elle veut rencontrer l'artiste et passer une grosse commande pour sa prochaine collection de vêtements. Marie sentit son cœur s'accélérer, un mélange confus de peur et d'excitation parcourant son corps. « Je ne peux pas y aller, Claire Martin. Tu sais que je n'aime pas les rassemblements. Mais elle repart demain matin. C'est une occasion unique. Vos broderies sur des vêtements qui seront présentés dans des défilés, peut-être même internationaux. » La lutte intérieure était visible sur le visage marqué de Marie. D'un côté, l'impulsion de rester fidèle à son existence, recluse. De l'autre, une étincelle d'ambition artistique longtemps endormie. Un désir de voir son travail reconnu et valorisé. « Je ne vais pas y aller habillée comme ça, » dit-elle finalement, indiquant la simple robe de coton qu'elle portait. Claire, Martin sourit, soulagé. « J'ai quelque chose qui pourrait faire l'affaire, » dit-elle, sortant de son sac un paquet soigneusement emballé. C'était une robe de lin bleu, simple mais élégante, que Claire Martin avait achetée spécialement pour cette occasion, dans une démonstration de foi inébranlable qu'elle parviendrait à convaincre Marie de participer à l'exposition. La rencontre avec Louise Montagne, la styliste parisienne, fut un tournant dans la vie de Marie. La femme sophistiquée, avec ses lunettes à monture colorée et ses gestes expansifs, montra un respect sincère pour le travail artisanal qu'elle voyait devant elle. Ce n'est pas seulement de l'artisanat, c'est de l'art dans son état le plus pur, me déclara-t-elle, examinant avec admiration une broderie qui représentait la fête du Saint-Esprit. Vous réussissez à capturer l'âme des traditions du Massif central d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. La proposition, qu'elle fit ensuite, laissa Marie stupéfaite. Une commande substantielle de broderie thématique à appliquer sur une collection exclusive, pour une somme qui dépassait tout ce qu'elle avait gagné au cours des 5 dernières années réunies. « Je ne sais pas si je peux accepter », murmura Marie, dépassée par l'ampleur de l'offre. « Pourquoi pas ?» demanda Louise Montagne, sincèrement confuse. « Il y a beaucoup de pièces. Je n'ai pas de structure. Je travaille seul. Nous pouvons établir un calendrier. »« Flexible », répondit promptement la styliste. « Et quant au prix, il est tout à fait juste pour le niveau d'excellence de votre travail. »
c'est Claire Martin qui offrit la solution qui changerait non seulement le destin de Marie, mais de toute la communauté. Et si nous formions un groupe de brodeuses locales, Madame Dubois pourrait enseigner ses techniques et superviser le travail, garantissant ainsi la qualité. Je connais plusieurs femmes en ville qui seraient honorées d'apprendre auprès de vous. L'idée, lancée comme une graine au vent, trouva un sol fertile. Dans les semaines suivantes, la petite maison en pisé devint un centre d'apprentissage improvisé. Des femmes de tous âges, des adolescentes curieuses aux dames qui, comme Marie, gardèrent des connaissances ancestrales en matière de broderie, se réunissaient 3 fois par semaine pour apprendre et partager des techniques. De cette manière inattendue, Marie se retrouva transformée de recluse en maîtresse, de solitaire en centre d'une petite révolution artisanale. Son matelas par terre, autrefois symbole d'isolement, partageait désormais l'espace avec des chaises et des tabourets apportés par les apprentis, qui s'asseyaient en cercle pour absorber les connaissances de la « maîtresse des fils », comme elle l'avait affectueusement surnommée. Le premier acompte du paiement pour la commande de Louise Montagne permit d'apporter des améliorations de base à la maison. Un nouveau toit, qui ne goûtait pas les nuits de pluie, des fenêtres avec des vitres qui gardèrent le froid de l'hiver. À l'extérieur, un agrandissement de l'espace de travail. Pourtant, fidèle à sa promesse, Marie continuait de dormir par terre, un contraste de plus en plus évident avec les transformations qui l'entouraient. C'est pendant cette phase de rénovation qu'un nouvel élément perturbateur entra en scène. Un groupe d'entreprises, plus important et plus agressif que les précédents, envoya non seulement des représentants avec des propositions financières, mais aussi un avocat avec des documents qui alléguaient des irrégularités dans les papiers du terrain. « Ce n'est qu'une formalité », expliqua l'homme au costume impeccable et au sourire calculé. « Signez ces papiers autorisant des études préliminaires sur le terrain, et nous réglerons tous les problèmes juridiques pour vous. » Marie, maintenant plus confiante grâce au soutien de la communauté qui s'était formée autour d'elle, refusa de signer tout document, sans consulter au préalable son propre avocat. Claire Martin, présente au moment de la visite, remarqua quelque chose de familier dans le logo de l'entreprise imprimé sur les documents, un détail qui la laissa visiblement perturbée. Ce soir-là, après le départ de l'avocat, Claire Martin resta plus longtemps que d'habitude, inquiète et silencieuse. Finalement, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour un plongeon dans des eaux inconnues, elle s'assit à côté de Marie sur le pas de la porte d'entrée, où elles observèrent le ciel étoilé. « J'ai quelque chose de très sérieux à vous dire, Madame Dubois, et je crains qu'après cela, vous ne vouliez plus jamais me revoir. » Le ton grave de sa voix serra le cœur de la brodeuse. Cette jeune femme qui avait apporté tant de lumière dans sa vie, pouvait-elle être porteuse d'un secret terrible? « Parle vite, ma fille. Quoi que ce soit, mieux vaut affronter ça de face. » Claire Martin respira profondément, les mains tremblantes tenant un verre d'eau comme s'il s'agissait d'une amulette protectrice. L'homme qui est venu aujourd'hui, l'avocat. Il travaille pour les eaux minérales Montagne. Et alors? J'en ai déjà eu d'autres d'intéressés par le terrain avant. Oui, mais le propriétaire de l'entreprise François Montagne, c'est mon père. Le silence qui suivit fut comme un abîme qui s'ouvrait entre elles. Marie fixa la jeune femme avec des yeux qui perdaient graduellement la chaleur acquise, au cours des derniers mois, remplacée par une froideur défensive que Claire Martin connaissait bien de leur première rencontre. Alors tout ça, votre préoccupation, les visites, l'exposition, c'était juste pour me ramollir, pour faciliter le travail de votre père? Non, jamais. Lorsque j'ai été affecté au programme de santé communautaire, je n'avais aucune idée que vous étiez propriétaire de ce terrain. Je ne l'ai découvert que lorsque mon père a mentionné votre nom lors d'un dîner de famille, disant qu'il avait des difficultés avec une vieille têtue qui refusait de vendre la propriété. Des larmes coulaient sur le visage de Claire. Martin, mais n'attendrissait pas le cœur de Marie, qui se refermait comme une coquille blessée. « Je veux que tu partes maintenant », dit la brodeuse se levant avec difficulté. « Et ne reviens plus. S'il vous plaît, Madame Dubois, laissez-moi vous expliquer. » Il n'y a rien à expliquer. Je pensais avoir trouvé une amie, alors qu'en fait, tu n'étais qu'une personne de plus essayant de profiter de moi. Sors de chez moi, maintenant.
La nouvelle de la rupture entre Marie et Claire Martin se répandit rapidement dans la petite communauté, divisant les opinions. Certains défendaient l'infirmière, soulignant tout le bien qu'elle avait fait, non seulement à Marie, mais à d'autres familles prises en charge par le programme de santé. D'autres y voyaient la confirmation d'anciennes suspicions sur les gens de la ville et leurs intentions toujours cachées. Les semaines suivantes furent un retour en arrière pour Marie. Bien qu'elle maintint les rencontres avec les brodeuses par souci d'engagement envers la commande de Louise Montagne, son esprit s'était refermé. Le sourire qui avait commencé à apparaître plus fréquemment se fit à nouveau rare, les conversations réduites au minimum nécessaire à la transmission de connaissances techniques. Le soir, seule sur son matelas par terre, elle se permettait de ressentir la douleur de la trahison, une blessure qui semblait plus profonde que toute autre qu'elle ait jamais connue. Elle avait ouvert son cœur, baissé des défenses construites au fil des décennies, juste pour confirmer ce qu'elle avait toujours su. Faire confiance, c'était trop risqué. La distraction vint d'une source inattendue. Une sécheresse sévère frappa la région, la pire depuis des décennies, asséchant les puits artésiens et laissant des communautés entières dépendantes des camions-citernes envoyés par la mairie. Le rationnement de l'eau devint une partie du quotidien, avec des horaires spécifiques pour son utilisation dans les foyers. La source sur le terrain de Marie, cependant, maintenait son débit constant, comme elle l'avait toujours fait, même pendant les périodes les plus arides. Ce phénomène, déjà connu des habitants les plus anciens, prit une nouvelle importance face à la crise hydrique actuelle. C'est Madame Généreuse, l'une des brodeuses les plus âgées du groupe, qui aborda la première le sujet lors d'une des réunions. « Madame Dubois, on dit en ville que votre source est la seule qui ne sait pas assécher. » Marie acquiesça sans lever les yeux du tambour à broder où elle travaillait. « Elle ne s'assèche jamais. Mon grand-père disait que c'était parce qu'elle atteint le cœur de la montagne. Ma petite fille de 5 ans a de la fièvre depuis 3 jours, » continua la dame. « Le médecin a dit qu'il fallait la baigner pour faire baisser la température, mais nous n'avons plus d'eau depuis hier. Est-ce que vous permettrez qu'on en prenne un peu ?» La demande, faite avec tant d'humilité, toucha quelque chose de profond dans le cœur endurci de Marie. Elle acquiesça silencieusement, et dans l'après-midi même, la petite Anne-Louise reçut son bain thérapeutique avec l'eau fraîche et pure de la source ancestrale. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain, une file de personnes avec des seaux et des bouteilles se forma à l'entrée de la propriété. Marie, initialement mal à l'aise avec autant d'étrangers dans son sanctuaire, finit par établir un système ordonné. Elle désigna un horaire spécifique pour la collecte de l'eau, évitant ainsi la surpopulation et garantissant la durabilité de la source. Ce qui avait commencé comme un geste de solidarité d'urgence se transforma, dans les semaines suivantes, en un catalyseur pour la renaissance d'anciennes traditions communautaires. En échange de l'eau, les gens offraient ce qu'ils avaient, des aliments récoltés dans leur jardin, des produits faits maison comme des confitures et des compotes, de petits services comme des réparations sur le toit ou la clôture qui entouraient la propriété. Sans s'en rendre compte, Marie devenait le centre d'un système de troc qui revigorait les liens sociaux, rappelant à tous la valeur de l'interdépendance en temps de crise. Le matelas par terre, qui symbolisait autrefois l'isolement, et la pénitence, témoignaient désormais de réunions communautaires où les problèmes étaient discutés et les solutions trouvées collectivement. C'est lors d'une de ces réunions improvisées, alors qu'ils débattaient de la possibilité d'installer un système de captage et de distribution plus efficace de l'eau de la source, que Claire Martin réapparut. Elle était visiblement plus mince, avec des cernes profonds qui témoignaient de nuits mal dormies. Mais il y avait dans son visage une détermination renouvelée. La réaction initiale fut un malaise général. Tous ici connaissaient l'histoire de la trahison, et des regards hostiles furent adressés à la nouvelle venue. Marie, cependant, resta impassible, observant la jeune femme avec des yeux prudents mais pas complètement fermés. « Je sais que je ne suis pas la bienvenue, mais je devais venir », commença Claire Martin, la voix tremblante mais décidée. « J'apporte des informations importantes que vous devez connaître. » Elle posa sur la table une chemise remplie de documents. Études environnementales, cartes hydrographiques, rapports techniques. Avec l'éloquence de quelqu'un qui maîtrisait le sujet, elle expliqua que la source sur le terrain de Marie
n'était pas un phénomène isolé, mais faisait partie d'un système aquifère complexe qui alimentait des rivières souterraines dans toute la région. Le plan de l'entreprise de mon père n'était pas seulement d'exploiter commercialement l'eau minérale d'ici, mais de détourner le cours principal de la source vers un terrain plus grand, déjà acquis, à 3 km d'ici. Cela assécherait non seulement cette source, mais affecterait tout l'écosystème local dans un rayon de 20 km. La révélation provoqua une émotion parmi les personnes présentes. Pour beaucoup de ces petits agriculteurs, l'eau était plus qu'une ressource, c'était la vie, la subsistance, la continuité. « Comment avez-vous découvert ça ?» en demanda finalement Marie, rompant son silence. « J'ai accédé à des documents internes de l'entreprise », répondit Claire Martin. « Quand j'ai appris les plans complets, j'ai confronté mon père. Je lui ai dit que je ne pouvais pas cautionner quelque chose qui détruirait l'équilibre environnemental de toute une région, affectant des centaines de familles. » Elle hésita un instant, comme si elle cherchait des forces pour l'aveu suivant. Il m'a donné un ultimatum. Soit je restais du côté de l'entreprise familiale, soit je serais déshérité. J'ai choisi ce que je crois être juste. Je ne suis plus la bienvenue chez mes parents et j'ai perdu mon emploi au programme de santé, apparemment pour conduite inappropriée, bien que tout le monde sache que c'est mon père qui a fait. Pression pour mon licenciement. Le silence qui suivit fut chargé de tension et de réévaluation. Marie étudiait attentivement le visage de la jeune femme, cherchant le moindre signe de fausseté. Ce qu'elle trouva, ce ne fut que de l'épuisement et une honnêteté brute qui ne pouvait être feinte. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-elle, finalement. « Vous avez déjà tout perdu à cause de nous. Vous pouviez simplement partir, recommencer ailleurs. » Claire Martin regarda directement dans les yeux de la femme plus âgée, sans hésitation. « Parce qu'ici, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, un véritable objectif. Voir ce que vous construisez ensemble. Non seulement la coopérative de broderie, mais maintenant ce réseau d'entraide pendant la sécheresse m'a fait croire qu'il existe des valeurs plus importantes que le statut social ou le confort matériel. Je veux en faire partie si vous m'acceptez. » Les semaines suivantes furent d'une activité intense. Munie des informations apportées par Claire Martin, la communauté se mobilisa pour protéger légalement la source et tout le système aquifère. Des avocats bénévoles d'une ONG environnementale furent contactés, des études complémentaires réalisées, des pétitions organisées. Parallèlement, la coopérative de brodeuses se structurait formellement. La première commande pour Louise Montagne fut livrée avec succès et généra des commandes supplémentaires, non seulement de la styliste originale, mais aussi d'autres professionnels qui découvrirent le travail grâce à elle. Avec le soutien technique de Claire Martin, dont la formation comprenait non seulement les soins infirmiers, mais aussi l'administration, ils établirent des prix justes, des contrats adéquats et un système de distribution équitable des bénéfices. L'impact sur la communauté fut transformateur. Des femmes qui dépendaient auparavant exclusivement des revenus de leur mari ou de leur fils acquirent une autonomie financière. Des jeunes qui envisageaient de migrer vers les grandes villes à la recherche d'opportunités trouvèrent des raisons de rester en apprenant des techniques ancestrales qui se révélaient désormais économiquement viables. Des hommes qui se moquaient initialement de la chose de femme commencèrent à offrir un soutien logistique, en construisant un hangar adapté à la production à plus grande échelle. Marie assistait à tout cela avec un mélange de fierté et de perplexité. Comment aurait-elle pu imaginer, cette nuit, de tempête il y a 15 ans, que sa promesse de simplicité absolue mènerait, par des chemins tortueux, à une renaissance communautaire aussi profonde? La bataille juridique contre l'entreprise Eau Minérale Montagne fut longue et difficile. François Montagne, le père de Claire Martin, utilisa toutes les ressources à sa disposition. Politiciens locaux, juges amis, médias qu'il contrôlait, indirectement par des publicités généreuses. En réponse, la communauté organisa des manifestations pacifiques, obtint le soutien d'écologistes nationaux et utilisa les réseaux sociaux pour diffuser sa cause. Le tournant se produisit lorsqu'un documentariste de renom, attiré par l'histoire inhabituelle, produisit un court-métrage sur Marie et l'importance de la source.
Le film, initialement projeté dans un festival indépendant, devint viral sur Internet, attirant l'attention nationale sur le conflit. Soudain, ce qui était un différend local se transforma en symbole de la lutte entre préservation environnementale et cupidité des entreprises. Au milieu de tout ce tourbillon d'événements, une constante demeurait. Marie dormait toujours par terre. La maison avait été rénovée, de nouveaux meubles acquis, des appareils électroménagers installés, mais le matelas directement sur la terre battue restait son lieu de repos. « Pourquoi insistez-vous pour dormir ainsi, Madame Dubois ?» lui demanda un jour un journaliste venu l'interviewer sur le conflit avec la compagnie minière. « Est-ce une sorte de protestation ?»« C'est une promesse, » répondit-elle simplement, sans développer. C'est Claire Martin qui aborda finalement le sujet de front. Un soir où elles travaillaient ensemble à l'organisation financière de la coopérative. La relation entre les deux s'était reconstruite lentement, comme une broderie particulièrement délicate qui exige patience et précision. « Madame Dubois, je dois vous demander quelque chose de très personnel, » commença-t-elle, refermant le livre de comptes qu'elles analysaient. Cette promesse de dormir par terre, elle a été faite pendant la grande tempête de 2008, n'est-ce pas? Marie acquiesça silencieusement. Et elle a été faite à Sainte-Barbe, n'est-ce pas? La protectrice contre les tempêtes. Un autre signe de tête affirmatif. Vous avez promis de vivre dans une simplicité absolue si vous étiez épargné par la destruction qui a frappé tant d'autres. Comment savez-vous ça? Demanda Marie, sincèrement surprise. J'ai rassemblé les morceaux au fil du temps. L'image de la Sainte en évidence dans la maison, la date de la tempête qui coïncide avec le début de votre habitude, des commentaires occasionnels des voisins les plus âgés. Marie soupira profondément, comme quelqu'un qui finit par laisser sortir un secret gardé trop longtemps. J'étais terrifié cette nuit-là. Le vent semblait vouloir arracher la maison de ses fondations. J'entendais des cris dehors, des choses qui se brisaient. J'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant, et j'ai fait la promesse. Si Sainte-Barbe me protégeait, je vivrais dans la plus absolue simplicité. Je dormirais par terre comme pénitence et signe de gratitude. Claire Martin écouta attentivement, sans interrompre. Lorsque Marie termina son récit, elle demanda doucement « Et vous croyez que la Sainte serait heureuse de voir que, à cause de cette promesse, vous mettez votre santé en danger? Les douleurs au dos, les problèmes aux genoux. Une promesse est une promesse, répondit Marie avec l'obstination qui la caractérisait. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être vous aider avec cette question, dit Claire Martin après un moment de réflexion. Le père Antoine, de la paroisse Saint-Joseph, dans la commune voisine. Il a une connaissance approfondie de la théologie et des traditions religieuses. Il pourrait peut-être offrir une perspective que vous n'avez pas encore envisagée. La rencontre avec le père Antoine, un homme âgé dont les yeux brillants révélaient une sagesse sereine, eut lieu chez Marie elle-même, après la messe du dimanche. Au lieu de remettre immédiatement en question la promesse, il commença par poser des questions sur ses broderies, montrant un intérêt sincère pour l'art et les histoires qu'elle racontait. Progressivement, la conversation évolua vers les thèmes de la foi, de la dévotion et du véritable sens des vœux et des promesses. Avec douceur et respect, il expliqua que dans la tradition catholique, les promesses qui nuisent à la santé ou empêchent la personne de remplir ses responsabilités peuvent être réinterprétées ou commuées en d'autres formes de dévotion. Madame Dubois, croyez-vous que Sainte-Barbe souhaite votre souffrance? Ou serait-elle plus contente de vous voir utiliser vos dons pour élever et soutenir cette communauté, comme vous le faites ces derniers temps? La question resta en suspens, sans exiger de réponse immédiate. Avant de prendre congé, le prêtre laissa un petit livre sur la vie de Sainte-Barbe, suggérant qu'elle y trouverait peut-être l'inspiration pour une nouvelle façon d'honorer sa promesse. Les soirs suivants, à la lumière d'une lampe, Marie dévora le livre, découvrant des facettes de la sainte qu'elle ignorait. Elle apprit que Barbe, selon la tradition, avait été une jeune femme qui avait défié les conventions et les impositions pour suivre sa conscience et sa foi, que sa force ne résidait pas dans la soumission ou l'autoflagellation, mais dans le courage de transformer la réalité qui l'entourait. L'épiphanie eut lieu lors d'une nuit de tempête qui rappelait
dans sa férocité, celle d'il y a 15 ans. La forte pluie avait provoqué des infiltrations dans le hangar que nous avions nous-mêmes construit. L'histoire de Marie Dubois et Claire Martin, de la promesse et de son évolution, de la source protégée et de la communauté renaissante, s'est répandue bien au-delà des frontières d'eau claire. Elle est devenue un symbole de la façon dont la tradition et l'innovation peuvent aller de pair, de la façon dont l'individualité et la collectivité peuvent se renforcer mutuellement, de la façon dont même les promesses les plus rigides peuvent se transformer sans perdre leur essence sacrée. Et chaque fois que quelqu'un demandait à Marie Dubois si elle regrettait les 15 années passées à dormir par terre, elle souriait avec la sérénité de celle qui a trouvé un sens même dans la souffrance. Chaque nuit sur ce matelas était un point dans la broderie de ma vie. Sans eux, le dessin ne serait pas le même. L'important n'est pas où nous dormons, mais dans quel but nous nous réveillons chaque matin.